Bienvenue sur le podcast Sublime. Viens, on fait du beau. Le podcast destiné à toutes les personnes qui souhaitent élargir leur vision du beau et le replacer au cœur de leur vie. Un échange de regards sur le beau déjà existant et sur celui qui reste à créer. Des conversations, du questionnement, des confidences, des astuces et des histoires de vie pour nous rappeler que le beau est partout et qu'en chacun de nous sommeille un artiste, un créateur qui a en son pouvoir la capacité de tout sublimer. Je suis Angéline, depuis toujours à la recherche et au service du beau. On fait du beau. Merci de nous rejoindre pour un nouvel épisode du podcast Sublime, viens, on fait du beau. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être accueillie par Camille. Camille qui, d'ailleurs, quand je lui ai posé la question de comment est-ce que je pouvais la définir, a préféré ne mettre aucun mot derrière son prénom. C'est vous dire à quel point elle est passionnée et multipotentielle. Donc cet épisode s'annonce très dense et très 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 intéressant. Je vous laisse découvrir ça. Merci beaucoup de nous rejoindre. Et merci Camille. Merci à toi Angéline. Quand j'ai dit à Camille, donc tu vas te présenter toi-même, elle a dit ah oui, j'ai pas pensé à ça. Parce que il faut que vous sachiez que j'ai l'impression que Camille a anticipé toutes les éventuelles questions que j'allais pouvoir poser pendant le podcast. C'est une très bonne élève par excellence et je crois que tu es l'invitée qui a le plus préparé le podcast. Ah ouais? Plus que moi-même, je pense. Pourquoi pas? Donc voilà, mais c'est très bien. Un petit peu d'improvisation dans ce podcast. Donc je vous laisse vous installer, vous qui nous écoutez. Et puis on va, comme d'habitude, commencer par ce petit temps d'ancrage, juste pour arriver ensemble dans cet espace et dans ce moment. Donc, vous pouvez fermer les yeux. Si vous êtes en voiture, ne les fermez pas. Juste respirez un peu plus consciemment. Et juste sentez-vous arriver dans la pièce avec nous. On va vous décrire cette pièce tout à l'heure. Et puis ensemble, on peut réaliser le simple fait de respirer encore, d'être encore bien vivant. Et ensemble, on peut aussi réaliser le caractère unique de cet instant qui déjà passe. Et du privilège qu'on a de le passer ensemble. On peut prendre une inspiration ensemble par le nez et puis laisser un long soupir s'échapper par la bouche. C'est bon, t'es là? Ouais. Je suis là. Alors, pour vous donner un petit peu de contexte, c'est comme ça que j'aime bien commencer, pour donner un peu de contexte et pour aussi que ceux qui nous écoutent se sentent parmi nous, vraiment dans cette conversation, comme si on était entre amis. Moi, je reviens d'une matinée d'Ecstatic Dance, donc je le dis, pas pour raconter ma vie, mais je le dis parce que ça va forcément influencer ce podcast et la manière dont je le guide. Et c'était une Ecstatic Dance dans une chapelle à Nantes. On est à Nantes en ce moment. J'ai eu un petit peu peur au départ quand je suis arrivée chez toi. Je me suis dit, est-ce que c'est judicieux de faire ça après? Est-ce que j'ai eu un moment vraiment de grande connexion dans cette chapelle entre la musique et l'espace? Et j'ai passé beaucoup de temps assise en fait contre les murs de pierre. J'étais plus connectée à la pierre qu'à la musique à un moment. Et je me suis dit, est-ce que ça va pas interrompre en fait mon expérience? Et puis je suis arrivée chez Camille et je crois que j'ai pénétré dans une autre chapelle ici. Et c'est assez drôle et magnifique comme cet espace pour moi en tout cas se prolonge. Et comme déjà Camille, pour moi là tu fais vraiment le pont, c'est-à-dire que je revenais d'une expérience assez spirituelle et hyper connectée. Et tu me montres par cet espace dans lequel tu vis, cet appartement, tu me montres un peu l'incarnation dans le quotidien en fait, de cette spiritualité, de ce sacré. Donc c'est déjà la première chose que j'ai retenue, que j'ai perçue
Elle me fait un signe de cœur avec ses doigts, vous savez, l'emoji, l'emoji cœur. Voilà. Et avant que tu te présentes toi, Camille, j'aimerais bien que tu décrives la pièce dans laquelle on est assise et que tu nous dises ce que tu as fait juste avant de t'asseoir ici pour le podcast. Alors, on est dans ma salle de créativité. Je l'appelle comme ça parce que il y a d'autres mots. Elle a une salle de créativité. Voilà, j'ai la chance d'avoir une pièce. J'ai un double salon et j'ai pas besoin d'avoir un double salon. Donc, il y a une partie de ce salon qui s'est convertie en salle de créativité, qui est une salle dans laquelle je vais quand j'ai besoin et envie de méditer, de danser, de tirer mon tarot, de prier, de faire du yoga. Voilà à peu près ce que j'y fais. On n'a presque pas besoin des autres pièces quand tu énumères toutes ces choses. Tu vois ? Si, un lit pour dormir, le repos c'est important, le canapé qui est convivial pour les amis, la cuisine pour prendre soin. Mais donc c'est ma salle de créativité. Et j'aime bien ce mot plus que temple qui peut être nommé comme ça par des amis. Parce que ça me correspond mieux. Il y a quelque chose de plus concret pour moi, de plus quotidien justement, plus simple presque. De là où je viens, de là où j'ai grandi. Si on dit temple, tout le monde se retourne, tout le monde te regarde, tout le monde se dit qu'est-ce qui lui arrive. Oh my god, voilà. Je suis pas du tout une famille qui a une forme de spiritualité. C'est des athées convaincus et convaincants. Voilà. Donc ici c'est ma salle de créativité et ce que j'ai fait avant qu'on se pose toutes les deux, enfin on s'était posé mais on s'installait, voilà. J'avais déjà préparé l'espace pour moi en y mettant des bougies qui comptent pour moi et qui symbolisent cette créativité, cette création par la bougie en elle-même et par le feu qui brûle. Donc je les avais placés dans l'espace. Et en fait, en m'asseyant, je me suis dit, il m'en manque une. Et il y a une bougie que j'aime beaucoup, que j'ai achetée à Lourdes avec Océane, du coup, que t'as... qui est mon amie, qui est celle d'Angéline aussi, et qui nous a mis en contact pour ce podcast. Et donc j'ai acheté cette bougie de Jésus, que je trouve magnifique, qui a son cœur, qui nous montre son cœur, qui rayonne, voilà, le cœur rayonnant. Il faut savoir qu'il y a 2-3 ans, on m'aurait dit tu vas avoir une bougie de Jésus chez toi, je peux vous dire que j'aurais rigolé, mais comme jamais. Moi pareil, je crois que je serais pas rentrée chez toi. Ah ouais, bah voilà. C'est fou comme on change, tu vois. Voilà. Et finalement, à un moment, ça a fait sens pour moi. Enfin, cette bougie et cette image qui est sur la bougie, ça symbolise complètement le fait d'être dans son cœur et de penser avec le cœur et d'agir avec le cœur. Donc j'avais envie de mettre cette bougie en visuel devant moi pendant que je ferais ce podcast. Et je te remercie d'avoir fait ça parce que... et je vais te montrer la photo. Alors vous n'allez pas pouvoir la voir, mais je vais montrer la photo de la voûte dans laquelle j'étais à danser justement pendant l'Ecstatic Dance. Ceux qui sont sur Nantes, c'est une Ecstatic Dance assez petite en taille, mais qui est dans une chapelle, mais qui a été reconvertie. Et c'est la chapelle de Mon Désir, déjà. Et tout là-haut, eh bien, il y a ce Jésus aussi, avec ce cœur. Enfin, ça ressemble un peu à cette photo. Et la photo de ta bougie. Et il y a cette citation autour. Je me suis dit, il y a une chanson qui arrive avec cette citation. Et c'est marqué « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes ». Trop beau. C'est ouf, hein. Et là, quand je regarde la bougie, c'est ça. Et ce que j'aime aussi dans cette photo, où il y a Jésus qui semble presque déchirer ses vêtements pour laisser apparaître son cœur tout entouré de l'œuf de création, hein, finalement, cette lumière dorée tout autour, cet ovale. Ça me rappelle aussi Hanuman, et j'ai l'impression qu'il y a un espèce de croisement et de réconciliation aussi avec les différentes voix. Où Hanuman, pour ceux qui viennent du yoga ou qui s'y intéressent, qui déchire sa poitrine pour laisser apparaître Rama et Sita, justement, qui lui vouent une dévotion illimitée. Donc voilà ce qui nous entoure aujourd'hui. Et c'est ouf que tu fasses ce lien parce que Hanuman, je l'adore. Et j'avais jamais fait le lien entre Hanuman et la posture de Jésus là qui est assez évidente. Ah, super. Et que, ouais, franchement, pour les gens qui nous écoutent,
s'intéresser à Nouman, c'est un beau chemin. Avec des qualités et des principes qui me tiennent à cœur. La dévotion dont tu as parlé, mais aussi ce mariage des polarités en soi. Le fait qu'on est quand même... on est un grand tout avec du beau et du moins beau. Et comment on vit tout ça, comment on danse tout ça, comment on unit tout ça à l'intérieur de nous. Et je trouve qu'Hanuman, il m'a bien accompagnée dans cet enseignement. Ouais, je crois qu'il vit ici, parce que ce que n'a pas dit Camille non plus, c'est que quand on arrive dans son appartement, j'ai l'impression d'entrer dans une jungle urbaine, et ça fait grande fierté. Une jungle urbaine, pourtant on est dans un appartement à Nantes, et vraiment c'est ce qui est présent principalement, ce vert en fait. Donc je pense que oui, Hanuman, sûrement ce voyage de branche en branche. Et d'ailleurs, pour revenir à Océane, alors vous pouvez retrouver un épisode de podcast avec Océane Rome, justement, qui est professeure de yoga et photographe. Et on lui dédicace ce podcast, puisque c'est grâce à elle qu'on est toutes les deux là. Carrément. Merci Océ, on t'aime. Oui, très fort. Et une des premières choses qu'elle m'a dites sur Camille, elle a dit, donc déjà, il faut que vous vous rencontriez. Elle a dit, parce que dans le Camille et les plantes, j'ai jamais vu quelqu'un qui avait une telle relation à ses plantes. Oui. Et je me suis dit, oh, de la chair fraîche, trop bien, c'est parfait pour le podcast. Donc voilà, il y a des plantes aussi partout, donc ça respire la lumière, ça respire tout court, et tu parleras sûrement de ta relation au souffle aussi. En tout cas, c'est un espace qui est très 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 vivant. Voilà, on espère vraiment infuser ce podcast, cet épisode de cet espace. Oh. Et donc, si tu peux maintenant, on va zoomer un petit peu plus. On a parlé de l'espace. Est-ce que tu peux zoomer sur toi et improviser ta description ? Ouais, carrément. Non, très bien, parce que tu m'as fait un beau lien. Déjà, je vais commencer par mon nom, du coup. Mon prénom, il a déjà été donné, mais donc c'est Camille Larose Chico. Et quand tu parles de qu'il y a des plantes partout, de cette relation au vivant, je me dis, c'était quand même insufflé dans mon nom, quoi. Avec du nom. Ouais. Et je l'ai pareil, ça, je l'ai vu très tard. Toute cette symbolique de la rose, j'étais passée complètement à côté pendant les 30 premières années de ma vie. Mais pas, par contre, cet amour des plantes, je l'avais. Parce que pour moi, je trouve ça fascinant que dans une graine, quand elle aura les bonnes conditions d'eau, de lumière et d'obscurité, parce qu'elle pousse quand même, tu vois, en contact avec la terre et parfois sous terre, et elle va pousser et genre faire un arbre, quoi. Enfin... Et quand cet arbre est encore contenu la graine. Ouais, tout à fait. Dans ce cycle infini. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un des trucs que je voulais dire sur le beau. Mais je reviens sur ma présentation après. Je ne cherche pas à esquiver, mais poursuivre. On aime la fuite. Hein, ouais, oui. Ça va venir. Ah oui. Oui là là, ça, il y a trop de sujets. Un des trucs qui me fascine le plus, que je trouve le plus beau à propos de la vie, c'est quand même qu'on vient d'une cellule. Genre juste une cellule. Avec un noyau. Qui savait, je sais pas par quel miracle, qu'elle va faire avec ça, avec cette cellule, elle va faire des organes, des muscles, des os, dans un timing parfait. Ouais. Mais genre, tu vois, tout était contenu dans une cellule. Je me suis toujours dit, mais comment c'est possible ? Et j'ai eu des frères et sœurs, quand ils arrivaient, ils étaient tout minuscules. Et après, maintenant, c'est des adultes, tu vois. Et j'ai toujours été fascinée en mode, mais ce truc-là, c'est si petit et c'est si grand. Et il y a quelque chose qui sait. Et il y a quelque chose qui se développe et qui sait. Voilà, le fonctionnement du corps humain. Ouais, il y a quelque chose qui crée en permanence. Ouais. C'est pour ça que t'es aussi fascinée par la créativité et que ça a l'air vraiment de guider tes choix dans ta vie. C'est cette fascination pour la capacité de la vie à se perpétuer, en fait. Ouais, en fait, je pense, et de l'espèce humaine, donc il y a la vie carrément, et il y a l'espèce humaine, dans le sens où, pour moi, le propre de l'homme, c'était créer. C'est-à-dire, on a inventé le feu, on a créé l'écriture, des maisons, des trucs, on écrit des livres, enfin, on est censé, je pense, exprimer des choses qui ne viennent que de nous. On a tous une singularité, profondément, et je pense que ce qu'on doit faire, genre, c'est une injonction,
c'est l'exprimer, quoi. C'est être soi. C'est le seul devoir. Exactement. Voilà. Et que c'est comme ça qu'on rend le monde beau. C'est en étant chacun soi. Le grand soi avec un grand S, quoi. Et parce que c'était une cellule et ensuite c'est un être humain. Et nous, qu'est-ce que nous on peut offrir comme ça voilà. Comment on peut honorer ce sacrifice originel comme ça. Ouais, très bien. J'aurais pas dit mieux que ça, mais je très le découvre en même temps. Parfait. Ouais. Mais moi j'y pense beaucoup avec la nourriture justement. Ce sacrifice, il se voit aussi dans la nourriture, c'est-à-dire que quand on mange un aliment, se dire que cet aliment va de lui-même sacrifier sa nature pour devenir nous. Enfin, c'est quand même ouf. Pour être absorbé par nous. Donc en fait, juste de se raccrocher à ces choses-là, ces idées-là, comment après on peut pas ne pas prendre soin de son corps? Et du vivant, du coup. Et du vivant, voilà. Parce que du coup, c'est cette histoire de reliance. Exactement. Que tu dis, mais attends, sacrifier la carotte, se sacrifier pour moi, et je fais quoi avec mon corps? Je vais pas... Enfin, voilà. Donc je pense se reconnecter à... En fait, je pense que ça peut tout guérir, cette idée que tu as énoncée là. Ouais, mais pour moi, c'est ça la beauté. C'est-à-dire, typiquement, c'est beau de faire pousser une carotte, tout ça, que c'était une graine, ça devient une carotte, ok, je la mange, je l'absorbe, ça me fait mes vitamines, mes minéraux, et tout ce dont je ne sais pas, tu vois, qui me fait vivre en bonne santé. Et je sais plus ce que... c'est beau, voilà, c'est juste beau, et c'est cette reliance. Et du coup, t'as envie de rendre. Enfin, je veux dire, la prochaine fois que tu vois une carotte, t'as pas envie de lui marcher sur la gueule, tu vois, tu vas dans un potager, t'as pas envie de... Tu vois, et tu fais attention à ton langage, parce que c'est pas moins de 18, le podcast. Pardon, sorry. Voilà. Non mais voilà, du coup tu prends soin du vivant quand t'as cette idée-là. Ça pourrait être un livre. Voilà, tu l'appelleras comme ça, on va le podcast. À la fin du podcast. La sagesse de la carotte. Sérieux? Parfait. Non mais c'est voilà, idée simple pour parler de comment on est tous reliés. Ouais. Donc qui je suis. Et donc, c'est ça. Donc apparemment je suis... ce que t'as dit, ça dit beaucoup de toi. Alors vas-y. Voilà. Non mais du coup, donc Camille Larose. J'ai 35 ans aujourd'hui quand on parle dans ce podcast. C'est ton anniversaire aujourd'hui? Non. Je veux dire aujourd'hui, oui. Genre dans la vie, à ce jour. Au jour d'aujourd'hui, l'expression qu'il ne faut pas dire. Non, voilà, j'ai 35 ans. Je vis à Nantes, comme l'a dit Angéline, dans un appartement que j'appelle ma cabane dans les bois, parce que partout où je regarde, j'ai vu sur des arbres, et ça compte pour moi, avec mon chéri. Et dédicace d'ailleurs à son chéri qui est coincé dans la chambre et qui n'a pas le droit de sortir. Oui, tout à fait. Un grand merci à lui, qui me soutient de cette façon-là. Aujourd'hui, c'est en étant enfermé. Laisse la place, c'est ça. Ouais, voilà. Sacrifice, corps. Ouais, finalement, il y a des idées apparemment qui s'invitent. C'est une carotte. Voilà. Et au niveau du travail, qui est souvent la deuxième question qu'on pose après comment tu t'appelles, en ce moment, je ne travaille pas. J'ai pris une année sabbatique de l'entreprise que j'ai moi-même montée il y a 8 ans, qui s'appelle Les Léonards, qui est un collectif d'indépendants en charge de transformer le monde du travail, ce qu'on a fait pendant des années, parce que j'étais passionnée sur comment on change les hommes, comment on change du coup les équipes, comment on change les entreprises. Même si justement, en fait, faire ça, c'était pas une vocation, mais c'était de la créativité, puisque étant plus jeune, j'ai un peu suivi le troupeau des bons élèves, étant écartée de ce que j'aimais bien faire à la base. On m'avait dit c'est pas un métier, t'es bonne à l'école, tu vas pas partir là-dedans, tu peux gagner plus, ça tu sais. Gâchis, voilà. Gâchis. Donc tu fais les hautes études et tu feras... C'est de faire des choses par peur de manquer, hein. C'est par peur en fait. Ouais, c'était ça. Ouais, c'était... Enfin, tu vois, on me disait, écoute, tu fais d'abord les hautes études et puis si ça te plaît pas, tu pourras faire ton truc d'assistante sociale ou d'aider les gens ou de l'humanitaire, mais d'abord fais les grandes écoles, comme ça tu auras le choix de faire l'humanitaire. Si tu fais l'humanitaire ou l'assistante sociale maintenant, après tu pourras pas faire des grandes écoles et donc gagner de l'argent et donc voilà. Donc j'ai suivi cette logique-là en étant plus jeune, donc j'ai atterri en école de commerce, ce qui n'était pas un endroit pour moi. J'ai fait de la résistance du coup après mon bac plus 5. Je suis partie 1 an en voyage, où je me suis un peu plus trouvée et où on a eu un très bel échange toutes les deux tout à l'heure que j'ai envie de partager. C'est que je vous conseille de lire un livre qui s'appelle L'éloge de la fuite
Ah oui, moi je vais le dire aussi, en Voilà. sortant d'ici. Voilà, de Rémi Oudguiri. Désolée pour le nom de famille, mais en tout cas, c'est Rémi quelque chose. Et Je mettrai le lien, voilà, je l'écrirai dans la description. Perfect. Et qui montre comment, souvent, quand on fuit une situation donnée, finalement, on part à la rencontre de soi. Et j'ai trouvé ça tellement beau et tellement magique. Et voilà, ça m'a changé ma façon de voir la fuite et le voyage. Ouais, ça m'a beaucoup aidé aussi quand t'as dit ça tout à l'heure. Il faut savoir qu'on s'est rencontrés un petit peu avant, mais quand même pour la première fois avec Camille qui m'a fait à manger, c'était délicieux. Et du coup, voilà, on a parlé de beaucoup de choses en quelques temps. On a fait un podcast, un épisode déjà juste en mangeant. Et elle m'a parlé de c'est mon éloge de la fuite. Et je trouve qu'il est nécessaire aujourd'hui, en tout cas ça m'a beaucoup aidé moi, de se rappeler que c'est parfois, enfin c'est assez facile en fait. Dès que quelqu'un fait quelque chose qui est un peu hors circuit, de dire que c'est une fuite. Et je pense que peut-être qu'il est temps, et je m'inclus aussi dans ça, je pense que je me suis permis souvent de donner mon opinion quand il n'y a pas forcément besoin de donner mon avis ou de juger finalement, même si c'était bienveillant. Et en fait, pour le coup, il y a que enfin, on est les seuls à pouvoir savoir si on fuit ou pas en fait, parce que tout dépend de l'intention. Et même, on a le droit de fuir en fait. Et on a le droit de fuir en fait. On a le droit. Voilà, on a le droit. C'est tout. Ouais. Et tu fuis, très bien. Et en fait, la fuite en soi, intrinsèquement, n'est pas négative, n'est pas odieuse, n'est pas condamnable. La fuite en soi est se sauver d'un endroit pour aller ailleurs. C'est un élan en fait. Ouais, c'est exactement ça, c'est un élan de vie. Et c'est marrant que tu dis ça, je viens de me rappeler que j'ai retrouvé des amis à l'Ecstatic Dance, et c'est la première fois que je me suis entendue dire ça, je te jure. Au moment de partir, il fallait que je te retrouve, j'étais déjà en retard. Donc au moment de partir, j'ai dit à tout le monde, non, je m'enfuis. Et il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, ah, tu t'enfuis. Ils étaient choqués par le mot en fait. Et tu vois, c'est la première fois que je l'ai dit avec autant de joie, genre je m'enfuis. Ouais, vas-y, je m'enfuis parce que j'ai le droit, juste parce que j'ai le droit. Mais ouais, c'est tout. Fuyez. Voilà, fuyez, c'est ça. Donc, lisez ce livre magnifique. Et donc, c'est ce que j'ai fait quand je suis à la fin de mes études. Je sais que j'aime pas ce que j'ai appris, que j'ai pas envie de l'appliquer tel quel. En même temps, j'ai un crédit sur le dos parce que j'ai payé mon école de commerce et la vie étudiante qui y était associée. Donc voilà, bon bref, je pars 1 an à la rencontre de moi-même finalement, du monde, de d'autres façons de voir la vie. Je rentre en France, il faut que je trouve un travail maintenant. Je fais un peu de résistance, je deviens pionne parce que l'éducation reste mon premier amour. Et j'adore, sauf que je gagne 800 € par mois. J'ai 600 € de crédit, je vous laisse faire le calcul, c'est difficile. Et finalement, je dois, à contre-cœur, rentrer dans le monde de l'entreprise parce que c'est là que j'ai des compétences, c'est là que j'ai des connaissances et c'est là que je pense que je pourrais avoir cet argent qui m'est nécessaire pour vivre et rembourser ce crédit. Mais, un peu de créativité, je me dis, ok, comment rendre le sujet, cette décision supportable, aimable, et enfin comment je peux faire pour bien l'aimer. Et je me suis dit, en fait, tout ce que j'aime pas dans le monde de l'entreprise, que j'avais déjà découvert par mes stages préalables, je vais le changer. Voilà, donc un peu, peut-être syndrome du sauveur, mais en tout cas, c'était le bon chemin à suivre pour le coup, puisque c'est ce qui m'a rendu cette carrière agréable, et c'est ce qui m'a appris plein de choses, qui m'a permis finalement de déployer des sujets que j'aimais, à savoir comment on fonctionne, nous les êtres humains, comment on change, qu'est-ce qui contribue à notre santé mentale, pourquoi justement on n'est pas capable de faire des choix jeunes, qu'est-ce qu'il nous faudrait pour faire ces choix, pourquoi des fois on dit qu'on veut changer mais on change pas. Genre ça semble tellement évident mais c'est fou, ouais. Parce qu'on est plus complexe. Mais c'est comme guérir, je mets dans guérir, changer aussi, j'imagine. Mais moi ça m'est souvent arrivé des gens qui venaient, qui étaient malades, pas forcément des grandes maladies, mais des maux en fait, des douleurs chroniques, des choses comme ça. Et puis toujours vient cette question où je leur dis mais je propose des solutions et il y a cette résistance, non ça je veux pas, non ça j'ai pas le temps, non, putain, on a toutes les excuses on peut trouver. Et à chaque fois cette question que je pose et on me regarde genre choquée, bien sûr que j'ai envie, ou je pose la question est-ce que vous avez vraiment envie de guérir en fait. Et d'abord c'est tout de suite choqué, mais qui êtes-vous pour me dire ça, parce que bien sûr si je suis là c'est que j'ai envie de guérir. Et en fait c'est non mais reste assis avec la question pendant 5 minutes et vois si t'as vraiment envie de guérir. Et qu'est-ce que ça te permet aujourd'hui d'avoir comme bénéfice que d'avoir ce symptôme. C'est une question de balance en fait, de faire pencher la balance de l'autre côté quoi. Mais c'est fou qu'on croit... C'est la peur de l'inconnu, c'est juste on est
Enfin voilà, on va pas enfoncer des portes. Ouais, et puis je pense qu'on a cette capacité d'adaptation qui nous sert, mais en même temps qui nous dessert, puisque ça veut dire qu'on peut s'habituer à une situation, même si elle est négative, on peut s'y sentir bien, enfin bien, entre guillemets, tu vois, se sentir à l'aise, même dans le mal, quoi. On recherche en permanence la sécurité, et la sécurité, c'est ce qu'on connaît. Ouais. Et si ce qu'on connaît, c'est pas cool, j'allais dire c'est de la merde, mais j'avais peur de me faire engueuler. Si c'est pas, j'aime bien, j'ai dit envoie du trash. Ok, très bien. Non mais voilà, si ce qu'on connaît c'est difficile, bah on va quand même rester là, parce que c'est ce qu'on connaît, c'est là où on se sent safe, et on sait pas si l'autre situation, cet autre qu'on dit rêver, on sait pas s'il est mieux que ce qu'on connaît actuellement. Manque de confiance. Manque de confiance en la vie. C'est ça. Manque de confiance en soi aussi pour agir, et manque de confiance en l'autre. Et c'est très bien parce qu'on atterrit sur un autre philosophe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Charles Pépin, qui a écrit sur la confiance et qui a aussi écrit sur la beauté. Ouais. Et c'est un des livres qui m'a le plus touchée et mis en mots en fait ce rapport au beau que je pouvais ressentir et vivre. Genre lui, il l'a philosophé et expliqué dans un livre. Pour ceux qui ne connaissent pas Charles Pépin, c'est un professeur de philosophie en lycée. Donc il a ce truc que j'adore et qui me fascine, qui est d'expliquer des choses compliquées de façon simple, sans pour autant les vider de leur nature et de leur profondeur, parce que ça peut être un risque quand on veut simplifier, vulgariser, etc. Et voilà, il a écrit un livre sur la beauté que je vous invite grandement à lire et qui m'a beaucoup touchée. Mais donc, si on rembobine donc, ce truc de qui je suis, je vous ai expliqué un peu mon parcours. J'ai monté ce collectif qui faisait de la conduite du changement, et ce que je fais aujourd'hui, c'est que j'enseigne à la fac et aux entreprises ce qu'on appelle des compétences comportementales. Donc la capacité à collaborer les uns avec les autres, à faire preuve d'esprit critique, à avoir de la créativité et à communiquer, à bien communiquer. Voilà. Et justement, donc, dans cette expérience en entreprise, donc à aider le monde de l'entreprise à changer, qu'est-ce que tu as trouvé de beau et de moins beau dans cette expérience-là? Donc ça, dans l'expérience, dans ton rôle, toi, ou ça peut être aussi chez les gens justement que tu observais. Qu'est-ce qu'il y avait de moins beau qu'il a fallu bouger De moins beau, il y en a plein, je pense qu'on va pas se concentrer là-dessus. Mais du beau, en fait, ce qui est beau, c'est que tout le monde a le désir de changer, tout le monde a le désir, presque tout le monde a le désir de faire mieux que ce qu'ils font, d'être plus efficace, de moins s'énerver, d'être plus flexible, moins rigide. En fait, tout le monde a le désir d'être mieux que ce qu'il est, qui est quelque chose qui est quand même beau. Mais c'est aussi pas beau parce que c'est être autrement que ce qu'on est, mais c'est dans cet esprit de collaborer les uns avec les autres. Et donc dans ce sens-là, c'est beau parce que c'est comment je peux être, moi, un élément qui est au service de l'équipe professionnelle dans laquelle j'appartiens. Donc ça, c'était beau. Ce qui était beau, c'est voir quand tu fais un atelier ou que tu les accompagnes, ce qui est beau, c'est de les voir changer. Parce quand ils reviennent avec leurs pépites de la dernière fois on a parlé de ça, j'ai fait ça, et là il s'est passé ça, et ils ont cette énergie, cet émerveillement, cette satisfaction qui est hyper agréable à observer. Est-ce que toi t'as même été surprise par les effets? Enfin, tu crois en ce que tu fais, donc voilà, tu crois en chacun d'eux, j'imagine. Mais est-ce que plusieurs fois, tu t'es dit, en fait, je pensais pas que ça allait pouvoir aller jusque-là, quoi. Ouais, des fois, t'as des retours des années après, en fait. Tu sais, des fois, des années après, je reçois un message de quelqu'un qui dit « Au fait, on s'était rencontrés en 2001, vous aviez dit ça à l'époque, cette phrase ne m'a jamais quittée, et aujourd'hui, je voulais vous dire que nanani nanana. » Et donc, je repense à vous, et ça m'est arrivé plein de fois. C'est tellement beau, ça. Ouais, ça, c'est beau. Ça arrive tellement. Et ça me rappelle vraiment, et je le dis, je pense presque à chaque épisode, mais ne minimisons pas les phrases comme ça qui peuvent aider les autres, en fait. Parce qu'avec une phrase dite au bon moment, mais ça peut changer la vie de quelqu'un, quoi. C'est comme un livre dont tu parlais, comme... Carrément. Enfin, franchement, qu'on les dise, s'il y a l'élan, c'est qu'on est censé à ce moment-là transmettre un message à l'autre, en fait. Ouais, carrément. Ça me fait penser à deux choses que tu dis. D'abord, c'est que justement, en étant profondément soi, en fait, quand on parle depuis un espace où les autres, ils entendent. Parce que on est clair dans ce qu'on dit, on vit ce qu'on dit, on croit ce qu'on dit, la personne en face, elle capte mieux
que si je débite un texte appris par cœur que je trouve nul. Enfin, voilà. Et la deuxième chose, dans ce que tu dis, je l'ai rencontré dans les ateliers de respiration que j'anime, parce que j'organise des breathwork pour les particuliers. Et là, en fait, c'est fascinant parce que le breathwork, c'est c'est une technique de respiration qui va vous permettre d'aller dans un état modifié de conscience. Et depuis cet état modifié de conscience, il y a plein de choses qui peuvent se passer pour vous. Et donc, moi, j'accompagne ça. Et souvent, quand je suis assise à côté de quelqu'un qui est en train de faire cette technique de respiration, j'ai envie de faire des choses. Et j'ai envie de faire des choses qu'une partie de moi est en mode « tu ne vas pas faire ça du tout ». Tu t'arrêtes. Exemple, la personne est en train de respirer et moi j'ai envie de lui prendre les pieds et de la secouer, mais fort, hein, genre comme une bouteille d'orangina ou un truc comme ça. Ouais. Donc tu vois, l'autre elle est là, les yeux fermés, il y a une partie de moi qui est en mode non, tu vas pas la secouer par les pieds comme ça. Donc c'est des résistances à écouter ce que ma voix intérieure qui me guide. Mon intuition, ouais. Ouais, mon intuition. Chaque fois que je l'ai écoutée, et que je me suis autorisée à faire ces trucs bizarres, ou à dire des trucs, l'autre fois c'était de parler de... La personne avait un chat, et j'avais des phrases qui venaient autour de ce chat, respire comme ton chat, fais comme ton chat, etc. Je me suis autorisée, mais j'avais un frein en me disant, si elle a pas de chat, tu vois. Ouais, voilà, bref, tout ça pour dire que... Et donc ces phrases-là, ou ces gestes-là, sont souvent des gestes qui contribuent grandement à l'expérience de la personne. Et ça va être des moments clés pour elle. À la fin de l'atelier, elle va me dire « Et quand t'as dit ça ou quand t'as fait ça, c'est le moment où moi, ça s'est débloqué, où moi j'ai ressenti, où j'ai pleuré. » Et voilà. Mais ça, c'est la grâce. C'est Oui, je mets les mots ensemble, enfin, beauté, grâce. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est comment ça marche, je sais pas. En fait, qu'est-ce qui fait que moi, quand je suis assise à côté de quelqu'un qui respire, j'ai envie de faire certains gestes, j'ai envie de dire certains mots, je sens qu'ils viennent pas de moi. Je sais pas d'où ils viennent. Ça me convient. Ouais. Mais ça, moi, c'est tellement rassurant cet exemple-là, cette image-là, parce que je me dis que vous êtes tous les deux, le client, enfin la personne et toi, dans un mode super réceptif, super humble, à laisser place à l'expérience et à l'autre, et à cette grâce, à ce flux qui circule à ce moment-là. Et moi, ce que j'entends surtout, c'est... ça montre à quel point la vie ne nous veut que du bien. En fait, la vie ne cherche qu'à se réparer, qu'à nous guérir, en fait. Elle cherche que ça. Et nous, on est là avec ces censures, là, non, pas encore, j'ai pas envie de guérir tout de suite. T'as encore un peu. Après, moi, je comprends qu'on ait des résistances parce que ces chemins peuvent être particuliers. Par exemple, moi, j'ai eu un accident de bateau, je me suis fracturé 2 vertèbres. Ça a fait mal, et c'était un peu traumatisant. Néanmoins, c'était magnifique et c'est une expérience qui m'a changé en bien, qui m'a fait du bien et qui m'a appris plein de trucs sur moi et où globalement c'est 100% de beauté. Il y a un avant et un après cette expérience. Ouais. Mais oui, justement, tu voulais parler de cette expérience et qui correspondrait plus au côté sublime du titre du podcast, dans le sens où sublimer nous de quelque chose qui aurait toute l'allure qu'on pourrait désigner comme négatif ou comme une punition ou comme une grande souffrance, etc. Okay. Comment t'arrives aujourd'hui, je sais pas sur le moment comment t'as réussi à le voir comme beau ou pas, mais comment t'arrives aujourd'hui à le voir comme quelque chose de beau et t'es reconnaissante. Mais déjà c'est juste pour dire, du coup, pour reboucler avec ce que tu disais avant, la vie ne nous veut que du bien, elle veut que se réparer par elle-même. Moi je pourrais pas dire ça, même si j'entends et je comprends. Et j'entends et je comprends et je respecte. Mais ce que je veux dire, c'est que profondément, moi, je comprends qu'on ait de la résistance à aller dans certains endroits parce que ça fait tellement peur et qu'en plus, potentiellement, ça fait mal. Mais j'ai développé cette confiance en la vie en disant, bon, je sais pas pourquoi ça m'arrive, mais ça m'arrive et je vais accepter que ça m'arrive et je sais que ça, d'une façon ou d'une autre, je vais en faire quelque chose, ça va me faire du bien, etc. Et ce truc de faire confiance à son intuition, les barrages qu'on a, c'est des barrages de bienséance, de bien-pensance, de conformité, qui sont pour moi à dépasser. Qui sont à dépasser. Et c'est en ça que faire confiance à la vie, en fait, ça rend notre expérience plus grande et plus belle. Et ces ateliers de respiration plus riches et plus profonds, parce qu'effectivement, on fait confiance à la vie.
Et que dans ce cadre-là, effectivement, elle ne veut que nous aider. Voilà. Oui, et puis ça ramène aussi à cette position, enfin ça ramène beaucoup d'humilité en fait. Puisque quand tu es dans ces séances-là, tu sais bien que toi toute seule, ce serait limité, mais toi ouverte à plus grand, bah là il y a autre chose qui passe en fait. Bah, moi toute seule, c'est même nul. Enfin, je veux dire, j'ai fait des ateliers de breathwork où je respirais avec une femme, je sentais qu'elle avait peur de ce qui peut se passer. Voilà. Peut-être je sentais qu'elle pouvait pas... qu'elle respirait pas. Exactement. Qu'elle respirait pas, tu vois. Genre, elle avait peur de jusqu'où les gens peuvent aller, de ce qui peut se présenter. Et donc, elle mettait énormément de force et de cadre. Donc, elle-même n'avait pas confiance, en fait. Exactement. Donc, on peut pas. Non, on peut pas. Donc, ouais. Et donc, si tu veux nous parler de cette expérience de justement de... Ok. Malchanceuse peut-être au départ, finalement, qui fait ton chemin. En fait, quand Océane m'a dit il faut que tu vois Angéline pour parler de la beauté, j'étais ah bon et tout, moi, mais pourquoi moi? Et elle me dit mais Camille, t'es la personne que je connais qui a le plus cette relation, enfin une des personnes qui a le plus cette relation à la beauté. J'étais là, ah bon et tout, trop bien. Peu de temps après, j'ai mon prof de dessin qui me dit ah mais j'ai été scroller sur ton Facebook, en fait toi tu fais de la poésie et du beau, c'est cool. J'étais là, bon moi je fais de la poésie et du beau, hein. Mais que se passe-t-il? Et en fait, je le voyais pas vraiment comme ça. Donc je me suis réinterrogée. Et donc tu disais, j'ai pas préparé des questions, et je me suis interrogée ces derniers jours et semaines sur ok, bah quelle est ma relation à la beauté en fait. Mais c'est beau ça, je fais une petite parenthèse, mais c'est un peu comme, je me rappelle quand j'allais chez le psy en fait, que le travail commençait à partir du moment où je prenais le rendez-vous. Parce que du coup ça enclenche une réflexion. Complètement. Donc c'est trop bien. Ouais, non mais trop bien. Et merci pour ça. Parce que du coup, j'ai réfléchi et donc j'ai pris des notes dans ce sens-là de cette réflexion. Tu es d'accord avec cette description de toi maintenant? Après avoir réfléchi? Ouais, carrément. Okay. Je me disais, et c'est comme un aboutissement, en fait. C'est pour ça aussi que je dis j'ai 35 ans. Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Et je peux parler du beau dans un podcast. Ce qui n'aurait pas été le cas avant, et pourtant, c'est si évident. C'était bien là où je devais atterrir, tu vois? Maintenant. Ouais. Ok. Ouais, carrément. Alors que ça peut être perçu comme inutile, superficiel, anecdotique. Et pour moi, c'est au contraire, c'est la graine. C'est le noyau, c'est la première cellule, c'est voilà, l'essence même de la vie, en fait. Mais c'est ce que je disais, je me suis auto-interviewée la semaine dernière pour faire un épisode podcast. Trop bien. J'ai l'impression d'avoir passé 1 heure à rien dire, pourtant j'ai fait que parler. C'était hyper chaud comme expérience. Mais, et justement, j'ai dit ça aussi, je parlais de ce beau et j'avais parlé d'inutilité aussi. Et comme quoi, je me demandais vraiment en fait si le fait que ce soit inutile soit pas un critère de beau en fait. Parce qu'à partir du moment où c'est utile, on ne voit que l'utilité. Et le beau, est-ce que c'est pas... Le beau, c'est passif? Tu vois? Moi, c'est de l'ordre du féminin, dans le sens où c'est... Mais parfois, de mettre de l'utilité dans du beau, bah, on oublie le caractère beau, puisqu'on est absorbé par sa productivité ou son... Voilà. Ok. C'est une réflexion, je sais pas mais... Ça, ça m'a fait réfléchir, du coup, ta réflexion. Ouais. Moi, je pense à la poterie, je fais de la poterie. Et j'adore la poterie parce que c'est sensuel, tu sais, t'es là sur le tour à faire ton truc. Surtout quand t'as vu Ghost avec Patrick. Exactement. C'est très sensuel. On sait pas comment ça peut terminer. Non mais en vrai, faut sentir. Mais il est trash cet épisode avec toi. Non. En vrai, il faut sentir. Il faut sentir ta terre qui monte, quand c'est trop fin, quand c'est trop gros, quand... Voilà. Ouais. Bon. Excuse-moi. En plus, j'ai la gestuelle, non? Je parle beaucoup avec mes mains. Genre là, je suis concentrée pour pas taper dans quelque chose, donc je bouge pas trop. Ouais, nos excuses, vous allez peut-être entendre d'ailleurs, de temps en temps, on tape contre l'installation qu'on a faite, mais on va garder la chose authentique. Voilà. En tout cas, la poterie, bref, j'aime bien parce que c'est complet, peu importe pourquoi. Et il y a ce beau. En fait, pour moi, il y a ce beau et cette utilité. La poterie réunit les deux. Et quand aujourd'hui j'ouvre mon placard avec toutes mes tasses, je prends la plus belle en fait. Donc elle est toujours utile, mais l'utilité ne nuit pas à sa beauté et au bien-être que ça me procure de boire dans une belle tasse. Et c'est toujours la même que tu juges la plus belle? Ou ça change en fonction des phases de ta réceptivité à toi? Ça peut changer.
Tu vois, là j'ai failli te servir dans une tasse que j'ai ramenée du musée de Claude Monet. Oh, wow. Et après j'ai choisi une autre tasse. Et donc pendant un moment c'était ma tasse préférée parce que je venais de faire ce road trip. J'ai pris mes neveux en road trip et on est allé visiter la maison de Claude Monet. Ouais, en van. Et on s'est ramené ce souvenir. Et donc pendant un moment c'était ma tasse préférée. Mais après je suis revenue à d'autres tasses que je trouvais belles aussi. Donc ça change. Qu'est-ce qui fait du coup que c'est ta tasse préférée? Tu parles d'un moment, c'est associé à un moment du coup. C'est le moment, c'est parce que ça te rappelle un moment. Ouais, il y a Qu'est-ce que tu juges beau dans... C'est l'émotion que ça me procure. Ok. Pour moi, le beau, c'est une émotion, un sentiment. Ok. C'est une sensation. Pour moi, le beau, c'est pas... Et c'est un peu, je trouve, ce qu'on retrouve dans l'art. Si tu te trimbales devant un tableau, plein de tableaux, il y en a un moment, il te touche. Et c'est lui que tu trouves beau. Donc c'est pas forcément attaché à la chose. Non. Le beau, il est pas dans la tasse. Il est dans tes yeux qui regardent la tasse. Ça, c'est sûr. C'est clairement dans nos yeux à chacun. Et c'est aussi lié à un instant. Ce qu'on trouve beau à un moment, peut-être que dans 10 ans, tu le trouveras moins beau. Tu le trouves toujours beau. Est-ce que ça veut dire... Si un instant, on trouve ça beau, c'est que ça vient combler un manque, finalement. Il faut forcément un espace pour le trouver beau. Il faut un vide pour trouver quelque chose de beau. Mais un vide, pas dans le sens un gros vide négatif, tu vois, mais il faut un espace. Il faut qu'il y ait de la place. Et je sais pas s'il faut qu'il y ait un espace ou si c'est le beau qui crée l'espace. Tu vois ce que je veux dire? Ça se creuse un espace. Ouais, pour moi, le beau, je le vois plus comme un truc qui me percute, qui m'ouvre l'espace. Et en fait, par exemple, un lever de soleil, un coucher de soleil. En fait, je suis là, ça m'arrive donc tout le temps, puisque j'ai la chance d'avoir un appartement qui est traversant. Et donc, j'ai soit le lever de soleil, soit le coucher de soleil. Et donc, le matin, je suis là, je me dépêche et mon regard croise des couleurs dans le ciel. Et mon mécanisme d'habitude neuronale, je continue. Et là, non, je m'arrête, je me retourne, je regarde et je me dis, waouh. Ouais. Donc là, c'est ok. Donc le beau t'attrape à ce moment. Ouais, donc tu vois, j'étais pas disponible, il n'y avait pas de vide en moi. Ok. T'étais pas réceptif, enfin, t'étais pas disponible, donc ça creuse, ça t'arrête. Ouais. Mais je pense que si on vit toute une vie où on est complètement blindé et complètement fermé, je pense que même ça, on peut le louper en fait. Ouais. Donc je pense qu'il y a un degré quand même. Oui, je suis d'accord avec toi. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Même si toi tu te sens pas disponible, t'es jamais loin. Ouais. Oui, je suis d'accord. Et je pense qu'il faut une capacité à l'émerveillement et effectivement à se rendre disponible, qui pour moi ont été... Déjà quand j'étais petite, je m'émerveillais. Ce truc, je te dis, tenir mon petit frère et me dire genre un jour ça va être un adulte, genre je comprenais pas le concept. Je trouvais ça genre magnifique. Même pas de mode d'emploi. Non mais je me disais c'est ouf comment une si petite chose peut devenir une si grande chose genre. Donc et je me rappelle vraiment, genre j'avais 3 ans quand mon frère est né, mais je me rappelle de ça, de me dire waouh, ce petit pied là. Non, si. Donc les bébés deviennent des adultes, hein. Mais cet émerveillement, je l'avais donc en moi. Je pense que tous les enfants l'ont, absolument tous. Et qu'effectivement, après, on passe dans la vie et on peut la perdre, mais qu'elle est là et qu'il n'est pas si difficile d'y reconnecter. Bon, il y a des pratiques qui vont t'obliger à t'y reconnecter, si tu as envie de t'obliger à te reconnecter à cette capacité. Enfin, pratiquer la gratitude, le soir, te dire quels sont les 3 trucs pour lesquels j'ai de la gratitude. Bah oui, au début, c'est un peu dur, et puis après, c'est simple, et puis après, c'est... Quand tu vis le moment, tu es conscient d'avoir de la gratitude pour ce moment, donc on peut facilement y avoir accès si on en pose l'intention et qu'on met en place quelques actions pour le faire. La disponibilité aussi, moi elle s'est travaillée avec la méditation, avec le yoga, avec la présence au corps en fait, la présence au corps de façon générale, et ensuite différentes pratiques qui m'aident à être présente à mon corps. Tes sens, ouais. Et justement, c'est un mot qui à chaque fois qui m'attrape. Tu parlais d'émerveillement. Ouais. Est-ce que c'est un mot que tu utilises en entreprise justement quand tu es à aider les personnes en entreprise? Est-ce que tu utilises ce mot? Est-ce que c'est pas un mot qui fait peur avec lequel les gens sont résistants? Et est-ce que tu as déjà vu du coup les gens redevenir émerveillés dans le monde de l'entreprise? Globalement, c'est non, c'est-à-dire non, ils vont pas s'émerveiller dans le monde de l'entreprise. Il y a assez peu de choses pour lesquelles tu pourrais t'émerveiller.
En revanche, parler d'émerveillement et avoir de la réceptivité en face, oui, ça m'est arrivé dans des ateliers liés à l'innovation. Parce que si on veut innover, il va falloir qu'on aille à la rencontre de choses qu'on ne connaît pas et qu'on suive des formes de nouveauté, d'intuition, de tendance et donc d'émerveillement. Voilà. Donc j'en ai parlé, mais c'est pas... j'en ai pas beaucoup parlé. Et... C'est un mot qui est difficile à placer maintenant. Enfin, c'est un mot qui a perdu en crédibilité en fait. L'émerveillement, on l'associe aux enfants, mais moi je sais que je le dis parfois et j'ai en face de moi un peu ces réflexions de ça va, tu vis dans le monde des bisounours un peu, tu vois, s'émerveiller, il n'y a pas de quoi. Ouais, je suis d'accord. Et bien sûr, parce qu'on a tellement de raisons pour lesquelles ne pas être émerveillé. Ouais. Mais c'est un mot assez fort, ça, comme la rêverie. C'est des mots vraiment que j'essaye constamment d'utiliser. Parce que les gens prennent ça pour une déconnexion du monde réel. Et en fait, bah non, enfin, je veux dire, sans ça, je vis pas, quoi. Complètement. Et pour moi, au contraire, c'est une reconnexion au monde réel parce que on sait déconnecter du monde réel en n'étant connecté qu'aux normes, aux règles, qu'à des concepts de productivité, d'efficacité, rentabilité, profit, voilà, efficacité, enfin voilà, qui ordonnent nos vies comme notre nouvelle mythologie et cosmogonie derrière laquelle on est là tous en train de vivre. Or, l'émerveillement nous a été donné par la nature ou par Dieu pour ceux qui, tu vois, mais en tout cas, on a la capacité à s'émerveiller. Quand on la suit, on se rend compte de plein de choses qui, finalement, nous montrent la voie qui est la nôtre. C'est-à-dire que pour moi, pour marcher ce chemin sur son chemin à soi, et donc connaître cette singularité qui je suis, quoi, et qu'est-ce que j'ai à offrir, c'est la beauté qui va te guider. C'est ce que toi tu trouves beau qui va te guider. Moi, quand je suis au fond du trou là et que j'essaye de faire un job où je vais gagner de l'argent, mais en même temps j'aime pas la moitié des choses et tout, je me dis, j'entends parler de conduite du changement, je me dis ça a l'air pas mal. J'avais vu un peu avant ce que c'était les sciences comportementales, donc comment on aide quelqu'un à changer. Je trouvais ça beau. Je trouvais ça beau qu'il y ait des méthodes qui nous permettent de changer. Et donc je me dis, mais moi je veux faire ça. Et c'était un élan aussi. Quand donc j'ai cet accident dont on a essayé de parler plusieurs fois. Le fond du trou, c'était là par exemple ? J'ai eu plein de fonds du trou. C'est toujours la beauté qui m'a sauvée. Donc avant l'accident d'ailleurs, donc j'ai fait un burn-out à Paris. Après 2 années de travail, du coup super. Burn-out à Paris. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que je suis pas la seule. Tous ceux qui se reconnaîtront, big up. Bon courage. Voilà. Et franchement, c'était assez violent. J'ai passé 6 mois dans mon lit. C'était la première fois pour toi ? C'était nouveau cet état-là ? Ouais. Okay. Quand j'étais petite, j'ai fait des crises d'angoisse. J'ai été soignée pour ça. Voilà. Mais là, clairement, c'était une grosse dépression. J'ai quitté la boîte qui était assez maltraitante dans laquelle j'ai travaillé 2 ans, où j'ai appris plein de choses aussi, mais ça s'est pas très bien fini. J'ai fait mon pot de départ. Le lendemain, je pouvais plus me lever, globalement. 6 mois comme ça dans mon lit, au fond du trou. Et au bout d'un moment, je me dis, bah, en vrai, j'ai plus qu'à me défenestrer, tu vois. Genre, j'habite au 4e ou 5e étage, je sais plus, mais c'était haut. Je me dis, bah, j'ouvre, je saute, quoi. Voilà. Ce qui me semblait vraiment la meilleure solution à ce moment-là. Seul, ouais. Et je me dis, oh, il y a un truc que j'ai pas fait. Genre, dans mes tentatives j'avais essayé de méditer, le yoga, le truc, mais je partais tellement loin, j'avais été voir des psys, j'aimais pas, ça marchait pas. J'avais fait une hypnose quand même qui m'avait un peu aidée, un peu soulagée, mais... Temporairement. Ouais, j'étais passée du moins 200 au moins 100, mais j'étais toujours au moins 100, quoi, tu vois. Et donc voilà. Et donc je me dis, bon, solution se défenestrer, ou alors, je me dis, tiens, le seul truc que j'ai pas fait, il y a quand même des gens qui croient en Dieu, en des trucs, plusieurs dieux, enfin, tu vois, il y a des gens qui croient à ça. Et moi, à ce moment-là, je suis 100% athée, vraiment, mais je me dis juste, je vais essayer ça. Voilà. Et donc, vraiment, depuis le fond du trou de mon lit, enfin, vraiment, c'était dark, quoi. Je fais un appel, quoi. Donc, je suis vraiment désespérée. Donc, j'ai beaucoup d'énergie. Tu vois, l'énergie du désespoir, c'est quand même une énergie qui est assez puissante. Ouf. Et je dis, en fait... C'est une prière aujourd'hui, tu l'appellerais comme ça ?
C'était un appel. En fait, vraiment, je me suis mise à genoux, j'ai mis mes mains, tu vois, en mode comme j'avais vu faire. Non, comme j'avais vu faire les gens à la télé. Je me suis mise à genoux. Voilà. Non mais, Oui. tu vois, à ce moment-là, je sais pas, je le fais quoi. Et je dis, écoutez, je sais pas comment vous appelez, je sais pas si vous existez, mais en tout cas, si quelqu'un m'entend, en fait, c'est maintenant qu'il faut m'aider. C'est pas demain, je sais pas quoi, c'est maintenant. Parce que moi, j'étais à ce... Tu l'as dit à haute voix ou pas? Ouais. Ça change souvent tout, ouais. Et en y croyant vraiment, tu vois, parce que j'étais... Next solution, se défenestrer. Donc, ouais. je donnais tout pour au cas où si ça marche, voilà. Et je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas si ce qui a répondu est quelque chose de divin ou si c'est juste une hallucination du cerveau. Mais moi, les deux me vont. C'est-à-dire que les deux... Ça t'a aidé dans tous les cas. Non, mais les deux, je trouve ça beau. C'est-à-dire que même si c'est mon cerveau qui a répondu à mon appel... Ça vient pas d'où le cerveau? Ça vient aussi d'une autre impulsion. Donc dans tous les cas, ouais. Mais je veux dire que, tu vois, sur le coup, ouais, c'est juste miraculeux. Et peu importe d'où ça vient, j'ai même pas besoin de me dire c'est divin ou c'est tout à fait normal, fonctionnement cérébral classique et tout. Très bien, hein, c'est déjà magnifique, quoi, je veux dire. Et là, il s'est passé tout un truc que j'ai pas forcément envie de raconter, mais qui était hyper impressionnant. Et donc, une grande hallucination, voilà. Je pense que je me suis évanouie, endormie de peur, voilà. Et le lendemain matin, moi, je me suis réveillée en me disant, je dormais, et donc je suis globalement en dépression, donc ce matin-là, il était particulier, parce que je dormais et je sens les rayons du soleil sur ma joue, et vraiment je les sens chauffer ma joue et tout, et je me dis, mais c'est tellement agréable d'être en vie. J'ouvre les yeux, je vois le soleil dans la pièce et tout, je m'étire, je me dis, oh, qu'est-ce que ça fait du bien d'être en vie, j'ai trop de la chance, moi, d'être en vie, c'est trop bien et tout. Là, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Genre, ça, c'est pas moi. Oui, moi, je suis juste darkness depuis 6 mois. Genre, là, ce réveil, et tu sais, et c'était les mots, c'était, oh, c'est trop bien d'être en vie, c'est génial. C'est comme si j'étais morte, comme si j'avais... Enfin, c'est une nouvelle naissance. Ouais, ressuscité, une nouvelle naissance, quoi. Ouais. Donc, j'ai trouvé ça beau. Je trouvais ça un petit peu très beau. Dans le level là de beau. Donc ça, c'est ma première rencontre avec une beauté incompréhensible. Peut-être que c'est ça aussi, ça me dit... Alors je pousse à chaque fois à la réflexion, mais peut-être que le fait que ce soit inexpliqué, c'est beau. Complètement. Et c'est ça, c'est tellement beau qu'en fait, vraiment, mais moi, je m'en fous complètement de savoir si... de savoir d'où ça vient. Ça limiterait déjà... ça cloisonnerait le... Ouais, exactement. Quoi. Et puis il y aurait un risque d'erreur, il y aurait un risque qu'on dit tu vois, de ce que t'as ressenti. Tu vois, c'est pas ça et tout. Moi, je sais très bien tout ce que j'ai vécu. Après, d'où ça vient, pourquoi ça, je sais pas. Mais moi, je sais. Mais les faits sont là. C'est que t'as changé du jour au lendemain. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas d'autre mot pour moi qui me viennent que miraculeux. Dans tous les cas, t'as changé du jour au lendemain. Ouais, complètement. Même si après, voilà, je me suis pas réveillée 100% en forme, tu vois, plus de sang et tout, c'était toujours compliqué, mais... par palier. Voilà, mais là, il y avait un énorme palier qui était... qui m'était tombé dessus, quoi. Et je trouvais ça fascinant et très très beau. Et en fait, les accidents, et c'était pour ça aussi tout à l'heure, ce truc de... je te rejoins 100%, il faut faire confiance à la vie, et elle a ses méthodes. Mais aussi parfois ça fait peur parce que clairement tu vois cette dépression là non merci quoi, et je comprends que personne n'a envie tu vois de... donc des fois ça peut être dur à entendre quoi, c'est juste ça, bien sûr. Et je dis ça en ayant vécu aussi l'impression de ça, le gros dark, et ça fait vraiment partie de moi aussi, mais justement c'est c'est le gros défi, j'ai l'impression, c'est de maintenir, comme on entend, c'est de maintenir le cœur ouvert quand tout est en train de te briser, en fait. C'est un peu ça, c'est essayer au moment où tu sombres, où tout tombe, se dire « Ah, mais c'est la vie qui me veut du bien ». Mais c'est sûr que si tu rencontres quelqu'un à ce moment-là qui te dit ça, t'as envie de le frapper. Sur le coup, j'aurais pas pu le croire, effectivement. Mais cette expérience, en tout cas, elle m'a montré que de la plus profonde ténèbre peut jaillir vraiment la lumière. C'est-à-dire, je sais que c'est une phrase, voilà, hyper dite, mais je l'ai vécu dans mes tripes, je l'ai ressenti, et ça m'a donné mes confiance en la vie, quoi. Et c'est beau. En fait, c'est ça la beauté aussi. Sur l'autre accident où je me suis fracturé les vertèbres,
Je pouvais plus respirer, je pouvais plus bouger. Il y avait une paralysie, juste après le choc, il y avait une paralysie quasi totale. Quand j'ai commencé à pouvoir bouger, j'ai eu hyper mal dans la colonne et j'ai compris que c'était la colonne, donc mon cerveau et moi, on a eu très peur. Et là, il y a un truc qui a pris le relais et qui a dit tout ce que tu as appris dans ta vie, c'est maintenant. Genre, c'était maintenant qu'il fallait que je l'applique, tu vois. Et du coup, je me suis concentrée sur ma respiration pour récupérer juste un filet d'air, mais un filet puis qui a grandi un peu au fur et à mesure. Mes potes étaient en mode on voit Belle-Île, peut-être ça va aller, on va aller à la pharmacie et puis peut-être. Et là, moi, j'ai fait hôpital, genre comme ça, un voix mortuaire trop bizarre. Après, j'ai été à l'hôpital et bref. Mais tout ça pour dire, j'ai rencontré cet instinct de survie à différents moments de ma vie. Donc celui du burn-out, celui de l'accident et d'autres. Et à chaque fois, ça m'a fascinée. Comment on est bien fait. Comment la vie est bien faite. Ouais, et comment il y a ce truc, comme tu disais, qui a envie de vivre en nous, en fait. On se croit, enfin, on est au fond. Ouais. Et tu te dis, moi ça me ramène toujours, alors c'est un peu dark, hein, mais je me rappelle, j'avais rencontré ce monsieur qui était un survivant des camps de concentration et qui disait, mais il n'y avait rien pour moi dans la vie, en fait, il y avait plus rien de beau, mais que le mec il tombait, il se relevait, quoi, en fait, il dit, j'avais encore envie de voir une dernière fois le regard de ma mère, une dernière fois, enfin c'est fou, ce truc qui reste, quoi. Ouais, c'est beau. C'est incroyable, ah ouais, c'est magnifique. Et c'est pour ça que pour moi, la beauté, on peut croire qu'elle est inutile, mais elle est pas du tout inutile. Elle nous maintient en vie. Mais voilà, c'est... Elle perpétue l'espèce. Ouais, genre c'est dingue, en fait. Ouais. Et voilà. Et ouais, moi, elle m'a fascinée comme ça, elle m'a sauvée, ça, quand je dis ça, c'est... Et ensuite, elle m'a aussi montré le chemin, dans une mesure plus, tu vois, moins waouh. Tu vois, tout le monde ne peut pas se reconnaître dans des expériences de vie comme ça. Au quotidien, plutôt. Mais exactement. Dont tu vis. Ouais. Cette interrogation que tu as eue là, je l'ai complètement eue. En fait, j'ai beaucoup voyagé. Et à un moment, je me suis dit, c'est complètement débile. Genre, quand je pars voyager, je me lis tout le guide du retard, tu vois, sur le pays où je vais. Genre, je connais plus l'histoire de Bogota que de Nantes. Tu prépares toujours, tu prépares les cours comme ça tout le temps. Ouais. Ouais. Avec des petites anecdotes et tout. Et du coup, je me dis, complètement con. Je vais connaître l'histoire de... Je rentre, je connais l'histoire de ma ville. Donc, je me suis inscrite à des balades, à des cours, à des machins. Donc, l'histoire de Nantes, maintenant, je la connais un peu mieux. Et à un moment, ça a fait sens pour moi de partager toutes les petites anecdotes que j'avais rencontrées. Et il s'avère que la ville, du coup, a mis sur mon chemin une association qui cherchait des bénévoles qui font visiter Nantes. Donc j'ai signé, tu vois, je dis tiens, très très bien. C'était les journées du patrimoine en septembre, et puis en décembre ils font le Noël de l'asso, ça s'appelle les Greeters. Ils font ce Noël, je me retrouve à ce Noël, et là j'ai un grand moment en fait, où je me rends compte que je suis là, dans cet asso, pour rien d'utile. C'est-à-dire, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est pas pour, je sais pas, vendre un truc, c'est pas pour même aider quelqu'un en soi, même s'ils avaient besoin de bénévoles, mais l'asso elle marchait 100 mois avant, elle aurait marché 100 mois après. La seule chose pour laquelle j'étais là, c'est parce que ça me fait plaisir. Et genre, ça a été un grand moment, parce que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que dans ma vie j'ai fait par pur plaisir ? Ouf, la question qu'on veut pas trop se poser parfois. Pas grand-chose, tu vois ? Non, c'est fou. Hein. Pas grand-chose. J'y cherchais tout le temps. Si j'avais envie de faire un truc, je voulais qu'il y ait une autre raison. C'est pas suffisant, tu vois. C'est bien, mais c'est pas suffisant. Oui, ouais, fallait que ça revient pour moi l'idée de repos qu'on a abordé aussi en mon temps, en fait. C'est faire des choses par plaisir ou pour rien. Ouais. De passer du temps. Ouais. De passer du temps. De laisser le temps passer. De s'ennuyer. Et s'autoriser à être nul et débutant aussi à des endroits. Qu'est-ce qu'il y a je pose parfois cette question-là. Qu'est-ce qu'il y a de beau et de moins beau chez toi ? Si tu peux commencer par le moins beau, et finir par le beau. Ok. Le moins beau, il y a une grosse exigence de soi à soi. Et aussi, du coup, même si elle est adoucie par mon amour pour eux, mais sur les gens qui m'entourent. Donc, c'est-à-dire que je me mets une haute exigence à être une bonne sœur, une bonne amie, nanani, nanana.
une prof dont le cours est pensé du début à la fin, voilà. Donc il y a une grosse exigence, et en soi c'est pas si beau parce que c'est très contraignant et lourd. Et ça peut venir écraser ta beauté justement naturelle qui ne demande qu'à jaillir. Ouais. Exactement. Donc il y a cette exigence, il y a de la dureté aussi. De par l'enfance que j'ai eue, le caractère que j'ai développé, je suis dure comme personne, même si ça se voit pas au premier abord, mais je suis un peu dure, et que ça m'a sauvée des fois, mais voilà, c'est quand même plus handicapant et moche. Enfin, tu vois, il y a 2 jours, j'ai eu un débat avec un ami et j'ai été trop loin. Genre, je le sais. Ok. Je le sens. Sur et le je moment, m'en tu veux. le sens après Peu de temps après, quelques minutes après, je le sens. Mais dedans, genre j'ai un truc, j'ai baissé la tête et je fonce. C'est la force qui a pris le dessus. Okay. Donc ça, c'est moins beau. L'exigence, la dureté. Ouais, parce que cette dureté, elle laisse pas passer le beau, justement. C'est tellement dur. Enfin, c'est un mur, quoi. Ouais. Et elle veut avoir raison. Ouais. Et la vie, elle m'a appris que soit tu veux être heureux, soit tu veux avoir raison, mais tu vois... T'en voilà. abandonnes. Et pour mon beau, je pense que j'aime la vie. J'aime prendre soin des gens autour de moi. Des plantes. Du vivant, des plantes et des gens autour de moi. Je pense que je suis aussi une bonne pom-pom girl. C'est-à-dire que quand mes amis ou mes proches, ils ont des projets, genre je vais être la personne qui est là derrière, qui te suit, qui te soutient, je vais faire des désirs des autres un peu miens, dans le sens où je veux vraiment qu'ils les réalisent. Je veux qu'ils les réalisent pour eux. Et je vais m'en faire un truc personnel de on va y arriver, tu vois. Alors qu'en soi, il m'a rien demandé, mais justement, je trouve ça beau qu'on s'aide les uns les autres. Ça aussi, c'est notre humanité. Enfin... Et on a parlé de la relation et en fait, comment les autres m'ont aidé dans ma vie. Et moi, j'ai envie d'être cet autre qui va aider quelqu'un à un moment. Et ça, je trouve ça beau à propos de moi, cette conscience-là que j'ai de pouvoir aider les autres et de le faire du coup. Tu vois, d'avoir envie de le faire et de le faire. Voilà ce que je dirais spontanément. Et si, dernière chose, c'est aussi ce que je trouve beau, c'est que j'ai la capacité d'avoir un esprit de débutant. Donc, c'est-à-dire cette humilité, en fait, de redébuter dans les choses, d'avoir honte de ce que tu fais parce que tu débutes. Tu n'as pas cette honte. Si, je l'ai. Ah, si tu l'as, ok. Et j'avance avec. Ok. Tu vois. Et pour moi, tu peux pas ne pas l'avoir. Tu peux pas ne pas avoir peur, tu peux pas ne pas avoir honte, tu peux pas ne pas te mettre en colère. Pour moi, dans ma vision des choses. Mais tu peux prendre ta peur par la main. En fait, c'est la citation de Nelson Mandela, dont je parle tout le temps, mais qui est si juste et si vrai, c'est le courage, ce n'est pas l'absence de peur. Oui. C'est faire avec la peur. Et quand tu comprends ça, tu dis ah oui. Oui, de toute façon, encore comme on disait, ne plus vivre contre quoi que ce soit, plus on va dans la répression de quelque chose qui fait partie de nous, et puis on va juste enfouir ça quelque part en nous, et plus ça va faire barrage, et plus un jour ça va nous exploser la figure. Et cette énergie que tu mets à disposition de la compression que tu mentionnes et de la lutte, tu peux pas la mettre ailleurs pendant ce temps-là. Mais non. Ouais. Donc c'est un peu con, tu vois. Et après tout remonte en breathwork. Voilà, ouais, c'est vrai. Après t'as plein de clients. Oui, c'est ça, c'est vrai. Non, en fait, de la répression de vos émotions. Non, je rigole. Parce que je vois le temps, bah oui. Le temps tourner un petit peu, mais j'ai posé des petites questions qui ne demandent pas trop de réflexion, justement, que ce soit spontané dans la réponse. Si par exemple, alors on a parlé d'être au fond du trou. Si par exemple il y en a qui nous écoutent et qui ont eu cet élan et qui sont en ce moment pas dans une super phase ou en une phase un peu dark et qui ont eu déjà fait cet effort de prendre, enfin d'écouter le podcast, déjà bravo, parce que ne minimisez pas les efforts à ce moment-là. Pour vous sortir d'une situation. Qu'est-ce qu'on pourrait leur donner là ? Qu'est-ce que tu pourrais leur donner Est-ce que tu pourrais partager de ta boîte à outils, genre des choses belles ou du beau qui t'aident dans le quotidien, dans les petites choses, dans les choses qui pourraient paraître anodines comme ça, toi qui te font du bien et qui te ramènent au beau. Je vais tout à fait répondre à ta question. Juste la première chose que je dirais si vous êtes au fond du trou, je vais dire rouler dans le trou. Mais juste... Ou creuser un trou, ou peut-être sortir par le fond. Ouais, peut-être. En tout cas, il y a cette notion d'action. Même si l'action, c'est aller dormir,
Ouais. Mais il y a une notion d'action pour moi. En tout cas, c'est pas du figement, c'est du mouvement qu'il faut mettre, voilà. Et donc vraiment ça, j'avais envie de le dire. Et c'est beau, en fait, si t'es au fond du lit, bah, roule jusqu'à la salle de bain, mais voilà, juste un petit mouvement, le minus. Stagnation, quoi. Ouais, voilà. Et qu'est-ce qui, moi, au quotidien, me reconnecte au beau? Bah, clairement, c'est les plantes. C'est aussi un poème amérindien qui dit que les fleurs sont là pour nous apprendre l'amour de soi. Qu'en gros, toutes les fleurs d'une prairie reçoivent les pluies ils disent, grand-père tonnerre qui... Donc tout le monde rencontre des difficultés. Toutes les fleurs sont arrosées d'eau. Pour grandir, elles en ont besoin. Donc on a besoin de ces difficultés, on a besoin de cette eau, qui est à la fois la vie, mais à la fois les épreuves. Et elles vont grandir. Et ils disent, eux, les Amérindiens, que les fleurs, quand elles grandissent, elles s'occupent juste à faire pousser la tige et s'épanouir et épanouir leurs pétales. Elles ne regardent pas les pétales de l'autre rose en disant, ou de l'autre fleur, cosmos ou pissenlit ou pâquerette, en disant, bah elle, c'est plus jaune que moi, ou c'est plus court que moi, ou ils sont plus grands que moi. Ou... Et en fait, voilà, ils nous disent qu'on devrait regarder les fleurs pour se rappeler que chaque être sur Terre porte sa beauté, et ne pas se comparer les uns aux autres, si ce n'est pour apprécier en fait la beauté de chaque personne. Et genre moi ça j'y crois vraiment. Et quand on peut pas connecter à sa beauté, bah on peut connecter à celle des autres. Donc en écoutant ce podcast, en lisant notre écrivain préféré, en écoutant notre chanson préférée, en allant chercher quelque chose qu'on trouve beau ou quelqu'un qu'on trouve beau, ou voilà, essayer d'aller chercher ce sentiment grâce aux autres. Donc moi voilà. Ouais. Et les fleurs, s'offrir un bouquet aussi. S'offrir des fleurs, c'est énorme. Et je continue juste sur ça parce qu'on parlait de voilà, s'il y a un besoin, s'il y a un SOS qui est lancé pour retrouver le chemin du beau, quand on est parfois au fond du trou, justement, moi ça m'est arrivé, je me rappelle, j'avais eu recours à la technique de parce qu'arrive un moment aussi, il est possible qu'on soit tellement dans le noir qu'en fait on soit plus du tout sensible au beau. Donc moi je me rappelle, j'avais été vraiment demander à des gens proches en qui j'avais confiance en leur demandant, est-ce que tu peux me rappeler ce que je trouvais beau avant, en fait. Et à ce truc, j'étais passée par cette question en fait. Et aussi de faire confiance à l'entourage, de vraiment des gens très proches, et de se dire... Et ça passe par la tête au départ, mais ça nous ramène au cœur au final. C'est vraiment, ok, je vais aller par mémoire, je vais aller et je vais me remettre face à une fleur. Il paraît que je trouvais ça beau, il paraît que je trouvais cet endroit beau, je vais y aller juste pour voir. Et le corps va se souvenir à ce moment-là. Ah oui, le corps se souvient. Mais on peut passer par la tête, et c'est là que la tête n'est pas non plus un démon. On peut passer par la tête justement pour revenir au corps. Carrément. Ouais. Et de faire confiance à tout ce qui leur apporte du plaisir. Enfin, moi j'aimais bien regarder des vidéos d'aquarelle parce que je trouvais ça beau, le pigment qui rentrait dans l'eau. Bah, le moindre plaisir que vous ressentez quelque part, de suivre cette voie, de l'attraper, d'essayer peut-être d'en faire plus. Alors bien sûr, si c'est des grosses sucreries, des bonbons et tout, je vous conseille pas d'en manger pendant 2 ans, tu vois, mais si à ce moment-là, ça vous réconforte, ça fait du bien, d'essayer d'aller chercher un peu de plaisir pour se ressourcer, ça me semble être aussi quelque chose qui peut nous aider. Et j'aime beaucoup ta question, en fait, de s'appuyer sur les autres et de leur dire rappelle-moi que... ça m'est venu vraiment par surprise, hein, j'avais pas... mais ça m'a sauvée. Rappelle-moi, en fait c'est ça, c'est rappelle-moi qui j'étais. Et je demandais aussi, il y en a, comme je me rappelle, des amis qui m'avaient décrite avant. Ah ouais. Et du coup aussi ça me permettait de faire, parce que les temps quand on est dans ce trou justement, c'est des gros temps d'introspection, il y a un avant et un après. Et c'est aussi un moment où l'après, on redevient pas ce qu'on était avant, mais on peut aussi, c'est un temps de décision, on peut vraiment choisir de redevenir ce qu'on était, ce qu'on aimait, ce qui nous servait, mais aussi de ne plus être ce qu'on était à ce moment-là en fait. Ouais. Et quand les gens me ramenaient à cette image qui savait de moi, il y a plein de choses que voilà, je m'étais dit en fait, ouais, mais j'ai plus envie, quand je passerai de l'autre côté, j'ai plus envie d'être ça. Donc ouais. Ça me fait penser ce que tu dis à un exercice que je propose souvent qui vient de l'appreciative inquiry, qui est une technique de coaching par le positif en gros. Et c'est un exercice où on va demander à 10 personnes autour de nous, au moins 10, pour avoir 10 réponses. Et on mélange des collègues, des amis
et de la famille, pour vraiment avoir des personnes d'horizons différentes qu'on a rencontrées dans différents contextes. Et on leur demande qui je suis selon toi quand moi je suis au top de ma forme. Est-ce que tu peux illustrer chaque point par un point concret, par un exemple concret? Et on collecte ces réponses. On a une dizaine de réponses comme ça, chaque réponse est un cadeau. Et ensuite l'idée c'est de faire notre auto-portrait, parce qu'il y a des choses avec lesquelles on va être d'accord, il y a des choses qui reviennent genre dans toutes les réponses, il y a des trucs qui sont vus que par exemple les membres de notre famille, ou que par nos amis, ou que par nos collègues, mais on sait qu'on est comme ça, c'est juste qu'on n'a pas montré dans les autres sphères. Donc l'idée ça va être vraiment de faire ce choix conscient dans la rédaction de l'autoportrait, de dire qu'est-ce que moi je pense que je suis quand je suis au top de ma forme, de l'écrire, parce que l'écriture c'est aussi mettre dans la matière, et ensuite on a ce best self. Ce best self chaque fois, parce que c'est un truc, c'est des techniques anglaises à la base, mais voilà, on a cet autoportrait de soi qui dit quand est-ce qu'on est, qui on est quand on est au top de notre forme, et ça, relire ça quand on va pas bien, mais ça nous reconnecte tellement à mais oui, j'ai tout ça en moi, et voilà, j'ai tout ça en moi, et ça fait juste du bien. Et on se rend compte qu'on n'est pas si loin, on se croit super loin, mais en fait on n'est pas si loin, il faut juste arriver à ce moment où on prend ce carnet et où on lit ça, mais on n'est pas, on se souvient assez vite. Bon, on va s'arrêter bientôt quand même. Merci d'avoir suivi jusque-là, si vous avez suivi jusque-là. J'aimerais que tu termines par nous parler un peu de tes actualités brièvement, et je pourrais mettre les liens, etc., pour que les gens puissent te trouver dans la description. Donc tes liens personnels, enfin tes actus perso, et puis aussi les collaborations qui arrivent, notamment avec notre amie Océane, par exemple. Carrément. En plein dans le sujet. Merci. En actualité, du coup, avec Océane, on organise une retraite de 2 jours et demi au cœur de l'hiver, la beauté. Et c'est vraiment cette intention d'aller chercher la beauté en soi et d'être aussi capable de la voir à l'extérieur de soi. Donc il y aura des pratiques autour de cette intention. C'est du 31 janvier au 2 février pour l'actualité. Et sinon, c'est aussi ce que je propose à travers des stages, des conférences ou des ateliers de méditation. Donc je te donnerai les liens, effectivement. Merci. Merci beaucoup. T'es fascinante. J'aurais pu ne poser aucune question et juste te laisser parler. et je pense qu'on va poursuivre les conversations. On a beaucoup à dire. Merci d'avoir dit ça. Et je pense que c'est la beauté qui est fascinante. Et je te remercie d'œuvrer pour ça. Je pense qu'on a besoin d'être de plus en plus d'humains, avoir conscience que la beauté, ça nourrit le cœur, ça permet de prendre c'est un besoin vital, en fait. On aime ça comme un privilège. Alors oui, bien sûr, il y a des choses des formes de beauté qui peuvent être pour les privilégiés, parce que ça demande un effort, un investissement, voilà. Mais la vraie beauté, on ne pourra pas me faire croire que c'est un privilège, parce que la vraie beauté... sortez, mettez les pieds nus sur l'herbe, en fait. Regardez le soleil ou une plante pousser. Carrément. Donc merci de nous rappeler ça et d'interroger plein de gens autour de ça et d'œuvrer pour que chaque personne qui en aura envie ait des chemins pour explorer la beauté qui lui parle à elle. Et aussi l'invitation est vraiment, vous qui nous écoutez, c'est vraiment de poser ces questions autour de vous, en fait. Dans les réunions de famille, en fait, on n'est pas obligé de subir les réunions de famille. Là, on est à l'approche de Noël, donc vous aurez le podcast, l'épisode après, mais moi je sais que cette année, je me dis, je vais me noter quelques questions, en fait, des questions comme ça, qui engagent des conversations, des débats hyper intéressants, et qui sont vraiment des thèmes universels. Et en fait, c'est quoi le beau pour toi, ou genre c'est quoi tes petits plaisirs, quoi. C'est quoi, c'est la serviette que tu m'as chauffée sur le radiateur pour quand tu sors de la douche. Vas-y, mais ça c'est la beauté, mais ultime à ce moment-là. Et c'est revenir un peu à ce concret, parce qu'on peut avoir des grands débats philosophiques, mais en fait ça écarte toute une partie de la population qui n'est pas du tout dans ces trucs-là et qui est pas sensible à ça. Carrément. Moi je sais que je m'émerveille de la beauté intellectuelle aussi, mais tout le monde n'est pas forcément dans ça. Et du coup, de revenir au concret, tout con, quoi. Carrément. La manière dont tu as fait mousser mon chai, en fait. Là, elle m'est arrivée avec un chai, une super tasse dont elle a parlé,
Et puis le lait tout moussé, et c'est la première chose que j'ai dit, j'ai dit mais comment t'as moussé le lait, c'est magnifique, c'est hyper réconfortant, on aurait dit un lit, le truc, j'ai failli m'allonger dedans. Donc voilà, ces petites choses-là, et s'il vous plaît, essayez de les remarquer aussi, de remarquer les attentions que les autres aussi ont vers vous, de beau, ça aussi, les attraper. Pour conclure, je dirais que je pose l'intention, moi, chaque matin, quand je mets ma crème sur mon visage, enfin mon huile, et je pose l'intention de voir la beauté qui m'entoure et de contribuer à en créer. Donc ça peut... Oh, j'adore. Super, tu m'as donné la petite phrase, la phrase résumée de l'épisode. Parfait. Merci. Merci. Repartez avec ce mantra. Et merci encore pour votre soutien, pour nous suivre. Et puis je vous invite à aller visiter tous les liens de Camille et de la rencontrer et de vous laisser guider par son expérience et son amour pour la vie, parce que c'est très contagieux. Merci. À bientôt. Merci Angéline. Merci à tous. On fait du beau.